Au-delà de Thomas, au-delà de ce que Thomas Dietrich a dit, il y a même Jeune Afrique qui a évoqué, on va dire, le retour ou la venue ou l'arrivée de Papa Fofana dans le secteur stratégique du pétrole. Parce que je pense que même dans les vidéos, il met en une un article de Jeune Afrique qui en parle. Maintenant, moi, pour être honnête avec vous, autant j'ai été, on va dire, plutôt convaincu que par les précédentes révélations entre griffes de Thomas Dietrich, que ce soit le truc de l'AMR ou la première révélation autour de la SONAP, par notamment les éléments de preuve factuels qu'il a apportés, autant dans celui-ci, il n'y a pas fondamentalement d'éléments de preuve au-delà de ce que lui-même il dit. Par exemple, quand il dit que c'est le projet de contrat, parce que c'est peut-être aujourd'hui encore un projet de contrat, il ne l'a pas sorti. Il n'y a aucune image en tant que telle, il n'a pas brandi, c'est uniquement lui a appris. Il faut simplement lui faire confiance à lui, avoir confiance en ce que lui il a dit. C'est sa crédibilité qui amène à dire que quelque chose existe. Sinon, au-delà de tout doute, vous n'avez pas un élément factuel dans le cadre de cet élément-là. Donc voilà, moi c'est un élément. Honnêtement, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je dis par rapport aux autres vidéos qu'il a produites jusqu'ici, le rapport. Exactement. Donc ça pratiquement, il n'y a accepté. Et quand dans l'échange qu'il a eu avec Papa Fofana, et en retour, vous avez demandé parce qu'il a levé le lièvre de toute façon. Est-ce qu'en retour, vous êtes intéressé à ce dossier-là? Je peux continuer. Je peux continuer. Oui. Pas un débat contradictoire. Alors, quand on l'écoute aussi, quand on écoute Papa Fofana, à aucun moment, parce que la première enquête Monument était plutôt sceptique. Cette fois-ci, quand Thomas Dietrich devient subitement crédible aux yeux de Monument, je n'ai pas dit qu'il est crédible. Non, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il est crédible ou non crédible. Je dis il a annoncé quelque chose. Pour rester sur les faits, le contrat de Sahara arrive à terme. Il faut négocier un autre contrat. On est en train de négocier. Et ce qui est aussi vrai, l'autre fait, c'est qu'Adax est contacté. Adax, les négociations auraient commencé, en tout cas les négociations auraient commencé avec Adax. Est-ce que ça arrive à terme? Ça nous intéresse, on doit s'intéresser à ça. C'est que c'est horaire, vous avez vu. Là, on n'a pas encore. Oui, il va terminer. Et je voulais dire que dans l'échange qu'il a eu avec Papa Fofana, et on va dire c'était un mérite, il a pris contact avec lui, il a recoupé, mais à aucun moment celui-ci n'a admis même l'existence et qu'il ne connaît pas. Maintenant, Monument disait tout à l'heure, le contrat de Sahara est arrivé à terme, il faut négocier avec un autre. Et Saba Lala aussi dit d'une certaine façon, quand il dit que il reste prudent parce que d'autres facteurs peuvent expliquer la hausse de la marge trader. Maintenant, là où probablement, si on s'en tient, on part du principe que ce qu'il a dit, c'est peut-être de l'ordre de quelque chose qui existe, c'est que ce serait difficile d'expliquer que Sahara propose 75, que Adax propose 88 et qu'on prend Adax. En tout cas, si c'est le meilleur deal qui doit passer. Voilà. Donc ça par contre, parce que s'il n'y avait pas un élément de comparaison, on aurait pu comprendre. Mais si une entreprise propose 75, vous décidez de prendre à 88, ça mérite des explications. Et ça, il le dit factuellement, il dit que les deux propositions sont sur la table. Qu'on en vienne à prendre... Est-ce que techniquement, parce qu'aujourd'hui le dépôt n'est plus là, est-ce que c'est les mêmes, par exemple pour la distribution, est-ce que c'est les mêmes quantités? Oui, non, mais Adax, Sahara doit aussi connaître ces paramètres-là. C'est en tenant compte de toute cette réalité que Sahara a proposé les 75. Et Monument disait peut-être un autre... Parce qu'elle doit vouloir rester aussi. La manutention n'a rien à voir avec le prix. Non. Quand vous envoyez ça, vous payez le temps que ça va passer au port et vous payez le port. Donc, et Monument ressortait quelque chose d'autre peut-être qu'il faut prendre aussi en compte dans le cadre de l'analyse. C'est que on a dit que Sahara elle-même se ravitaillait auprès de Adax. Alors ça, ce serait curieux que celui qui va se ravitailler auprès d'Adax propose moins que
Adax même, alors que Sahara, a priori, est censé lui-même obtenir une certaine marge sur ce que Adax devait proposer. Ça ferait beaucoup d'inconnus dans le cadre de ce contrat-là. Beaucoup d'inconnus, oui. Juste 15 secondes aussi d'auto-satisfaction, parce que dans sa vidéo, pour illustrer le fait que sa première vidéo a été largement partagée dans la presse guinéenne, il a choisi un élément de l'émission On refait le monde, et notamment la présentation de Sanso sur cette question. Donc c'est aussi ça. Et autre chose aussi, c'est peut-être de l'ordre du symbolique. Si aussi on devait juste s'en tenir à ça, moi quand j'entends que Sahara Group est aussi nigérian et que l'autre Adax est franco-suisse, j'ai une petite préférence pour Sahara Group. Ça aussi, mais ça vaut ce que ça vaut. Question mais de nationalisme, c'est ça? Non, pas de nationalisme, mais de panafricanisme, d'intégration, de coopération sud-sud et d'intégration au sein de la CEDEAO. Vous dira que c'est de la xénophobie. Non, pas du tout. L'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Pourtant, on peut... L'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Ça peut être interprété comme le rejet des autres aussi. Non, justement. J'ai dit, ça peut être interprété. La frontière est fine. C'est même pas peut-être un rejet, c'est une préférence. Voilà. Entre les deux. Bonsoir Condé, et à l'équipe, c'est Alpha Zidane Diallo. La SONAP est devenue une structure au cœur des scandales où on peut être nommé pour dilapider des fonds en complicité avec les autorités. On passe à présent, il nous reste 6 minutes avant la pause. On va commencer le deuxième sujet avant d'aller donc à la pause, puisque l'invité, on va le prendre justement à partir de la deuxième partie. Il s'agit de Mamadou Sifo Ketouré, qui est le porte-parole des sinistrés de Coronti. Avec lui, nous allons revenir tout à l'heure sur tout ce qui se passe entre justement ces sinistrés et l'État par rapport à ce qui leur est arrivé. On en est à quel niveau le dédommagement, comment tout cela se prépare, quelle est la véritable pomme de discorde. Tout cela va être étayé tout à l'heure dans cette émission et dans la deuxième partie. Mais on va s'intéresser à la présidentielle tchadienne, pas parce que Bouakar Sansobari, pas parce que c'est la présidentielle en tant que telle, mais c'est bien la candidature d'un putschiste, le Déby-Fils. Vous dites? Non, je dis le putschiste chouchou, l'un des putschistes chouchous. De la Guinée, de l'Occident et de la France en particulier. Oui, mais parce que l'information n'était pas finie. Oui, Bouakar Sansobari. Maintenant, la question fondamentale, parce qu'il y a 10 candidats qui sont en lice, dont le Premier ministre Success Masra, qui était très populaire, très adubé, à cause duquel d'ailleurs il y a eu une manifestation qui a été réprimée dans le sang, beaucoup de morts, beaucoup d'arrestations. Comment vous expliquez cela? D'abord, comment vous trouvez l'arrivée de Success Masra comme Premier ministre et candidat contre son président? Honnêtement, pour moi, ça relève de l'incohérence et mais peut-être même de la trahison de la part de Success Masra. Ces derniers temps, c'était l'étoile montante des politiques au Tchad. Ouais. Et vous l'avez rappelé, je pense que c'est le 20 octobre 2022 où il y a eu une manifestation que les autorités ont qualifiée d'insurrection, et qu'elles ont matée comme telle, avec plusieurs morts. Ouais. Et depuis, Success Masra est sorti du pays, et je pense qu'avec l'implication de la communauté internationale, il y a eu des négociations. Il est revenu. Moi, qu'il revienne, qu'il réintègre le système, dans l'absolu, je n'ai rien contre ça, mais après qu'il donne l'impression qu'il donne une certaine caution à cette élection en se portant candidat alors que c'est connu d'avance qu'il n'a aucune chance de passer. Honnêtement, je trouve que c'est en deçà de ce que j'aurais pu attendre de lui quand je l'ai écouté, notamment au lendemain de la mort de Idriss Déby, père. Donc, c'est aussi peut-être le symbole selon lequel aussi bien ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont dans l'opposition, c'est difficile de trouver nécessairement une solution aux problèmes auxquels nos pays sont confrontés. Mais vous avez dit, je pense honnêtement, le débat est le sujet qui mérite d'être relevé dans le cadre de cette élection, parce que, encore une fois, pour moi, la victoire de Mamadou Idriss Déby ne fait l'objet d'aucun doute. Voilà. C'est
dans quelle mesure élection sans enjeu. Dans quelle mesure... Donc c'est les élections où c'est les mêmes qui gagnent ou bien c'est quoi? En tout cas, où le vainqueur est connu d'avance. En tout cas, Bella Kamano, il a évolué dans sa tribune. Il dit que ça voulait dire qu'il faut que des élections soient organisées, des élections qui peuvent faciliter l'alternance. D'accord. On aurait pu le dire comme ça. Ouais. Ça aurait été plus clair. Oui, mais même ça, c'est très très discutable. Si la population investit sa confiance, moi, il m'a donné l'exemple de l'Allemagne. Angela Merkel, au même parti, à la même candidate ou au même candidat, je ne sais pas où est le problème. Et on devrait plutôt s'apaisantir, si en tout cas on est bon démocrate, cher Bella Kamano, que les conditions de tenue d'une élection soient transparentes, inclusives et dépourvu de toute fraude. Maintenant, que le vainqueur reflète la voix des urnes. C'est de cela qu'il s'agit. Tout le reste, maintenant, c'est de la spéculation, cher Bella Kamano. Oui, allez-y. Alors, je disais que la question... Ou du verbiage. Allez-y. La question est de savoir dans quelle mesure l'élection du 6 mai au Tchad va influencer le destin des autres pays en transition, notamment en Afrique de l'Ouest. Ouais. Parce que le Tchad est un élément nodal dans la crise notamment que ces pays ont eue avec la communauté internationale. Je pense que c'est l'attitude différentielle que la communauté internationale, l'Occident... À travers Emmanuel Macron. Exactement. Ouais. A eu à l'égard du pouvoir tchadien qui a d'une certaine façon braqué le Mali et les autres pays. Ouais. C'est ce traitement de deux poids deux mesures et le Niger. Ouais. C'est ce traitement de deux poids deux mesures qui a braqué les gens et qui a même légitimé leur attitude aux yeux de leurs compatriotes. Ouais. Et si vous avez vu avec quel silence on a accueilli, on a laissé faire l'élection au Tchad et avec quel silence on a laissé faire l'assassinat de celui qui était alors le principal opposant au pouvoir tchadien, pratiquement pendant qu'on était en campagne. Silence total, personne n'a rien dit. Voyez-vous, je ne sais pas si demain, au Mali, au Burkina, au Niger, et peut-être même en Guinée, les responsables de cette transition décidaient subitement de dire que je vais postuler. Je ne sais pas si cette même communauté internationale serait suffisamment légitime, serait suffisamment cohérente pour venir dire aux gens... Ouais, sauf que, exceptionnellement, le cas, parmi tous ces pays en transition, c'est le seul responsable de la transition qui l'a dit, martelé, insisté dessus, que ni lui, ni aucun responsable de la transition ne se présentera à une quelconque élection. Non, il l'a dit. Non, le discours des politiques n'est pas fixé dans le Oui, mais c'est un militaire à l'époque qui parlait. Non, je vous dis, à partir du moment qu'il est aux affaires, il est aussi politique. Hein. D'accord, on va aller à la pause sur ce...